En 1845, Charles-Marie de Biancourt a 19 ans. C'est un jeune aristocrate dont la famille possède depuis 1791 le château d'Azel-Rideau. Il a obtenu en janvier son baccalauréat et entreprend en avril, avec son précepteur, un long voyage de formation qui le conduit de la Belgique au Cap-Nord. Chaque soir, il doit rédiger le compte-rendu de ses journées en notant ce qu'il y a appris et découvert. Parti de Paris le 10 avril 1845 à 11 heures du matin, la diligence me dépose le lendemain matin à 9 heures à la frontière de Belgique. De la frontière, un chemin de fer nous mena doucement à Mons. Mons était la première ville de Belgique où nous nous arrêtions. Aussi, nous nous empressâmes de la parcourir dans tous les sens. C'est une ville propre mais triste. Le 20 avril, nous prîmes le chemin de fer pour Bruxelles. Nous eûmes le temps, pendant le trajet, de pester après la lenteur belge qui se rencontre partout. Chemin de fer, hommes, voitures, tout va lentement. Les Belges ont l'air d'avoir toujours trop de temps. Nous arrivâmes enfin à Louvain après nous être arrêtés des demi-heures entières, à des stations, et après avoir fait une demi-lieue à pied, à cause d'un récent éboulement d'un tunnel. Louvain renferme une des merveilles de l'architecture gothique qu'est son hôtel de ville. C'est un édifice assez petit, très haut, et travaillé avec une richesse extrême, surmonté d'une infinité de clochetons que l'on aperçoit de loin avant d'entrer dans la ville. Un riche habitant a fondé une galerie que je visitai, et qui renferme de nombreux tableaux de l'école flamande, Rubens, Ténier, Van Dyck, Rembrandt. Nous arrivâmes le 20 avril dans la soirée à Bruxelles. Rien qu'à l'arrivée, on reconnaît que c'est une capitale et une ville de mouvement. Le lendemain 22 avril, nous commençâmes nos courses dans la ville à l'aide d'un guide. Nous visitâmes d'abord la principale église, la cathédrale Sainte-Gudule, puis l'église des Sablons. En nous rendant d'une église à l'autre, nous passâmes devant une singulière et assez ridicule petite fontaine appelée le Menkenpis. Il paraît que ce petit bonhomme, représenté dans l'exercice de ses fonctions animales, est regardé comme un fétiche par la ville, et tous les ans, à je ne sais quelle procession, on lui donne la bénédiction du Saint-Sacrement. De là, je visitai le musée, puis un cabinet d'armure. Le soir, nous allâmes à l'opéra. Le lendemain, nous reprîmes le chemin de fer qui nous arrêta au bout de quelques heures à Gand. Pendant ce court trajet, la langue avait changé et les habitants parlaient le véritable flamand. L'aspect de Gand diffère totalement des autres villes de Belgique. On semble être transporté tout d'un coup dans une ville espagnole à cause des vieilles maisons à pignons, et dans une ville de Hollande à cause des nombreux canaux qui sillonnent la ville et la divisent en 26 îles. La cathédrale Saint-Bavon est encore belle et riche malgré ce que les guerres civiles lui ont fait souffrir. Elle renferme de beaux tableaux, entre autres de Van Eyck, l'inventeur de la peinture à l'huile. Ce tableau, qui contient beaucoup de personnages, est remarquable à sa fraîcheur vraiment étonnante. On dirait qu'il est peint d'hier. De Gand, le chemin de fer nous mena en 2 heures à Bruges, où nous arrivâmes le 26 avril dans la soirée. Dans cette vieille ville, si riche et si importante autrefois, toutes les maisons sont curieuses par leur ornement gothique. Les rues sont propres et, comme à Gand, elles sont coupées d'une infinité de ponts et de nombreux canaux. À notre arrivée, le temps étant clair, nous nous mîmes immédiatement à nous promener dans les rues. Il était 9 heures du soir et cette promenade aurait pu devenir bien agréable si nous ne nous étions trouvés dans l'impossibilité de savoir quel chemin prendre pour regagner notre hôtel. Sans un aimable sergent de ville du pays, qui heureusement baragouinait le français, je ne sais comment nous nous en serions tirés. Revenus dans notre hôtel, il nous a été impossible de dormir si nous avions, moi du moins un sommeil de plomb, à cause de nombreux carillons. Tous les quarts d'heure, on entend 8 à 10 carillons, dont un de 48 cloches. C'est celui du beffroi. À Anvers, le 28 avril, je retrouvai avec plaisir ma cousine et 2 cousins. Monsieur de Schild nous donna son hôtel comme auberge et je passai là quelques jours très agréablement. Anvers est une ville plutôt hollandaise que belge. La séparation de ces 2 petits royaumes fit du mal à Anvers. Ma première course le lendemain de mon arrivée fut la cathédrale. Cette magnifique église est la plus grande du monde après Saint-Pierre de Rome, Saint-Paul de Londres et Sainte-Sophie de Constantinople. C'est dans cette église que se trouve le chef-d'œuvre de Rubens, le magnifique tableau de la descente de croix, connu de tout le monde,
Mais les copies n'en donnent qu'une faible idée et je suis heureux d'avoir vu l'original. Peut-être que dans quelques années, l'on ne verra plus ce chef-d'œuvre car ce tableau peint sur bois est, paraît-il, prêt à tomber en poussière. Je m'embarquai le 30 avril à 4 heures du matin d'Anvers pour Rotterdam. C'est une curieuse traversée que celle d'Anvers à Rotterdam. Dès que le bruit de l'embarquement eut cessé et que chacun eut pris sa place, je ne tardai pas à m'endormir au bruit régulier et monotone de la vapeur qui s'échappe et des roues qui battent l'eau. Je me réveillai 3 ou 4 heures après et fus étonné de voir tout un autre pays devant moi. L'Escaut s'était prodigieusement élargi. Les seules élévations que l'on voit et au-dessus desquelles l'on distingue de temps en temps des toits sont des digues, sans lesquelles tout le pays dont le niveau est en dessous de la mer serait submergé. Rotterdam, où nous arrivâmes le 30 avril, est la seconde des villes de Hollande et l'une des plus commerçantes. Ici, chaque rue longe un canal et le nombre de ponts est vraiment prodigieux. Les plus gros navires vont déposer leurs marchandises jusqu'au milieu de la ville sans aucun obstacle. Pour cela, il suffit simplement de lever d'espèces de ponts-levis. Cette ville ne renferme aucun monument remarquable, si bien qu'après nous être promenés dans tous les sens, nous prenons la diligence pour Delft. La diligence, ou plutôt l'omnibus, car l'on ne peut décorer du titre pompeux de diligence une affreuse guimbarde tirée par 3 chevaux et qui fait 1 lieue à l'heure. Avant de quitter cette grande cité, nous avons fait une petite excursion à Broek et à Saardam. En allant à Broek, nous longeâmes pendant quelque temps le grand canal qui permet aux navires de gagner la mer sans avoir à naviguer par le Zuiderzee. En 1825, toute cette partie fut inondée par suite de la rupture d'une digue. Il fallut pour vider l'eau, quand on eut rétabli la digue, 80 machines à vapeur et 200 moulins fonctionnant pendant 2 ans. Ce petit village est remarquable par sa propreté. Toutes les maisons sont peintes chaque année en vert, couleur favorite des Hollandais. Chaque maison a une porte, donnant dans une chambre de fête qui ne s'ouvre que 3 fois dans la vie du possesseur, à sa naissance, à son mariage et à sa mort. J'entrai dans une maison appartenant à un fermier. C'était une des moins jolies. Eh bien, la chambre de fête était ornée et renfermée des meubles qui feraient honneur au plus beau des châteaux. Le 12 mai, je quittai la Hollande, je dois l'avouer, avec un certain plaisir. Ce plat pays, ces villes qui se ressemblent, ces canaux que l'on rencontre à chaque pas, finissent par devenir monotones. Les premiers jours, j'avais été charmé de cet aspect, mais décidément cela doit être un pays ennuyeux à habiter. Autant que j'ai pu le remarquer, la vie des habitants est aussi monotone que leur pays. Ils font des affaires et voilà tout. Ils ne savent pas ce que c'est de s'amuser. Le beau moment de la Hollande doit être celui où canaux, rivières, lacs et marais sont glacés et où les fraîches hollandaises, dont la démarche est un peu lourde sur terre, patinent gracieusement dans tous les sens. 20 ans plus tard, Jean-Olivier de Beaumont nous fait découvrir une contrée bien plus éloignée que la Hollande et qu'on ne peut atteindre que par bateau. Ayant choisi de faire une carrière militaire, Jean-Olivier termine en 1861 l'école polytechnique avec le grade d'aspirant. Nommé lieutenant de vaisseau en 1867, il effectue un voyage en Islande durant les étés des années 1868 et 1869. Plusieurs ouvrages ont été publiés déjà sur l'Islande. Des savants, des littérateurs ont visité le pays, étudié l'histoire de la race qui l'habite, celle des révolutions qui ont bouleversé son sol, et en ont écrit des récits pleins d'enseignements et d'attrait. C'est donc une hardiesse pour celui qui n'est ni savant, ni un écrivain, de venir, après ces hommes de mérite, aborder le même sujet. Cette réflexion nous a fait hésiter à mettre au propre des notes de voyage prises durant 2 étés passés sur la côte d'Islande. Cependant, nous avons persisté, nous disons que notre œuvre modeste, n'étant pas celle d'un savant, n'en serait que mieux à la portée d'un grand nombre. Que n'étant pas écrivain, elle emprunterait peut-être à notre expérience même une simplicité qui lui serait un mérite. Ce fut un matin, vers 5 heures, que nous aperçûmes pour la première fois la terre d'Islande. On était au milieu de mai, et le soleil était déjà levé depuis longtemps. Le temps était clair et froid, la mer très calme. On distinguait dans le nord un amas de terre blanche, toute brillante des rayons de soleil, et auquel les ombres donnaient à la base une teinte bleue très foncée.
Le spectacle de cette neige brillante, irisée par le soleil et sortant des flots, était de ceux qu'aucune description ne peut rendre. Le navire marchait vite. La brise s'était levée et nous poussait rapidement sur une mer plate. Bientôt, les détails parurent plus nombreux, les contours plus distincts, et peu à peu, la terre d'Islande se leva devant nous dans toute sa majesté. Tout autour de nous voltigeaient les oiseaux de mer, poussant des cris bizarres, et les baleines, lançant à la surface des eaux leurs jets d'humide vapeur, semblaient nous souhaiter la bienvenue. Bientôt, la position fut reconnue. Nous avions devant nous le cap Portland. Dès l'arrivée, la ville de Reykjavik ne présente pas un aspect très enchanteur. La plage est bordée de magasins construits en bois et décorés dans le goût qui correspond à ce genre de construction dans un pays humide, c'est-à-dire peint au goudron. Un modeste clocheton se monte dans le fond par-dessus les toitures des maisons. C'est celui de l'église protestante. Puis, au loin, paraît s'étendre une vaste plaine, bornée par des montagnes couvertes de neige. À droite et à gauche de ce tableau, le terrain s'élève un peu et forme deux petites collines très vertes, qui, à la fin de juillet, se couvrent de fleurs des champs. Les moulins à vent, placés sur le sommet de chacune d'elles, ne chôment guère dans ce pays à l'atmosphère agitée. Eux seuls paraissent en mouvement dans la ville. Et lorsque, par hasard, ils ne tournent pas, la vie semble arrêtée. Nous eûmes le loisir de descendre à terre, et après une ascension assez fatigante, nous parvîmes à dominer la cascade qui tombait dans un gouffre noirâtre. Continuant notre marche en remontant le torrent, nous arrivâmes bientôt à des plateaux si glacés, à des pentes rocheuses si raides qu'il fallut rebrousser chemin. Tout était mort dans ces froides régions, dont pas un être animé ne vivifiait la solitude. Les nuages couraient autour des mamelons à peu de hauteur au-dessus de nos têtes, et seul le murmure mélancolique du torrent venait rompre l'éternel silence de ces lieux. La plaine de lave arrive à une sorte de plateau entouré d'un cirque de montagnes très élevées et complètement nues. L'action volcanique est restée en évidence dans toute son horreur. Plus d'arbustes, plus de brins d'herbe, pas même les lichens qui se retrouvent aux endroits les plus arides. Des pitons bruns, noirâtres, calcinés par le feu, y conservent leur forme tourmentée d'une action souterraine à peine assouvie. Il faut renoncer à décrire de pareils sites et à donner une idée de cette nature presque infernale. Quant aux geysers, ce sont à proprement parler des sources d'eau bouillante qui, en vertu d'actions souterraines encore mal connues, jaillissent à des époques et des hauteurs variables. Dès l'abord, on est saisi par une légère odeur sulfureuse qui n'est pas désagréable, et on aperçoit de tous côtés des nuages de fumée plus ou moins considérables qui s'élèvent de terre. Le guide nous recommanda de suivre exactement le sentier, et l'on comprend bien vite la nécessité de cette recommandation, car le sol est littéralement criblé de petites ouvertures où l'on entend bouillir de l'eau à de profondeurs diverses, et d'où même parfois on la voit s'échapper en bouillonnant pour se déverser dans des ruisseaux brûlants. Il ne faut donc point s'avancer à l'étourdi. Après le dîner composé de soupe de lait, de jambon, de beurre, d'œufs durs et d'un excellent café, produit par l'eau du geyser, nous ralliâmes les bords du Strokür. Et tous ensemble, unissant nos efforts, lui lançâmes toute la butte de terre préparée pour lui. Un nuage de fumée sortit aussitôt. Le bouillonnement intérieur cessa tout à fait, et nous attendîmes. Déjà nous trouvions le temps un peu long, et impatients nous cherchions à sonder des yeux le fond du gouffre, que la fumée nous cachait entièrement. Quand, subitement, l'eau s'élança à une hauteur énorme, et nous n'eûmes que le temps de nous enfuir pour ne pas être échaudés, riant comme des fous après avoir eu une belle peur. Si vous avez soif, prononcez le mot « melk ». On vous donnera aussitôt une grande jatte d'un lait excellent. On vous mènera dans la salle des étrangers, et pour peu que la maison soit aisée, et que vous manifestiez le désir de vous y arrêter quelques instants, le café au lait chaud, accompagné de biscuits à l'anis, suivra bientôt. Buvez-le sans crainte, ils savent le faire excellent. Un Islandais qui a reçu l'hospitalité et qui quitte ses hôtes les embrassera sur les lèvres avant son départ. Et nous avons eu souvent beaucoup de peine à éviter cette petite cérémonie un peu désagréable pour notre délicatesse européenne.
C'est vers le soleil de l'Italie que nous entraîne ensuite l'architecte Benjamin Chaussemiche. Cet ancien élève du lycée de Tours a ensuite étudié l'architecture à l'École des Beaux-Arts de Paris. En 1893, il obtient la plus haute des récompenses, le premier Grand Prix de Rome, qui lui permet de séjourner pendant 3 ans à Rome, à la Villa Médicis, comme pensionnaire de l'Académie. L'occasion pour lui d'étudier de plus près les témoignages architecturaux de la péninsule italienne et de faire partager ses impressions de voyage avec ses parents et sa sœur Alice dans les nombreuses lettres qu'il leur adresse de 1894 à 1897. Pompéi, le 31 mai 1894. Mes chers parents, je vous écris de cette vieille cité antique retrouvée sous la lave à la fin du dernier siècle. Elle est fort intéressante, si intéressante même que 2 jours primitivement prévus à la visite de la dite ville ne me suffisant pas, je prolonge mon séjour de 8 journées qui seront consacrées à faire des relevés et des aquarelles. Cette ville en ruine est très curieuse, et les promenades faites dans ces rues absolument désertes sont très émotionnantes. Je suis tout à fait émerveillé. Je suis en compagnie de mon camarade Eustache, en bonne santé, et travaillant pas mal, malgré le chaud soleil qui essaie de paralyser mes bonnes intentions. Je renonce aujourd'hui à vous donner toutes mes impressions, car je ne puis tenir en place ici. Je suis dévoré par des milliards de mouches. Vous ne pouvez pas vous figurer ce qu'il y en a dans ce pays. À chacune des tables de l'hôtel, il y a un garçon spécialement chargé de chasser les mouches qui tombent par nuées dans la bouche ou le nez des clients. Et cela avec une longue perche à l'extrémité de laquelle sont collés des bouts de papier. C'est tout à fait amusant, je vous assure. Voici l'engin de torture. Aussi, on est mieux dehors que dedans. Naples, le 13 juillet 1894. Ma chère Alice, je viens de faire un voyage des plus charmants, dans un pays très pittoresque et absolument merveilleux. J'en suis tout à fait enchanté. J'ai vu tous les délicieux environs de Naples jusqu'à Paestum. Tout cela a été fait fort tranquillement, sans fatigue aucune, en compagnie de plusieurs bons amis, tant de la villa que du palais Farnèse, et leur gaie et aimable compagnie n'a fait qu'ajouter au charme du voyage. J'ai beaucoup travaillé, mais pas encore autant que je l'aurais voulu. Il est fort difficile de visiter un pays et d'y travailler en même temps. J'ai cependant fait un certain nombre d'aquarelles, quelques-unes ne sont pas mal, je crois. Ce sont des souvenirs que je conserve et que tu verras plus tard. À Naples, il est impossible de rester au soleil de midi à 3 heures, plus d'1 minute, sans être complètement cuit. On est donc forcé de vivre dans les musées pendant quelques heures, de visiter 2 ou 3 églises, puis le reste du jour doit être consacré à la sieste ou au repos. Je mène cette petite vie depuis quelques jours seulement, je crois qu'il en sera ainsi pendant tout juillet et une partie du mois d'août. À cette époque, je serai à Venise, que je crois plus tempérée, d'après Léon dit. Venise, le 17 septembre 1894. Mes bons parents, j'ai quitté la villa le dimanche 2 septembre. Depuis, j'ai visité Ancône, Fano, Pesaro, Rimini, Ravenne, Ferrare, Padoue. Et aujourd'hui, je suis à Venise. Je suis logé dans une belle chambre, dont le balcon fleuri donne sur le grand canal. J'habite avec mon ami Busser, qui est venu avec sa fiancée et sa mère, file le parfait amour, le Vénard. J'ai aussi retrouvé mon ami Eustache. Comme vous le voyez, je suis presque en famille. Cette ville, qui est bien la plus souriante de toutes celles que je connaisse, est belle même par le vilain temps dont nous jouissons en ce moment. Depuis ce matin, il pleut à verse. Mais hier, j'ai fait en compagnie de mes amoureux des promenades en gondole, le soir et le matin, tout à fait extraordinaires, délicieuses au possible. Tous ces petits canaux sinueux et étroits offrent à chaque pas des tableaux merveilleux et d'une couleur adorable. Je n'y ai pas encore rencontré la Vénitienne dont on dit tant de bien.
J'ai constaté que si elle existait, elle était fort rare. Mais je m'en console facilement, car il y a des monuments et des palais tout à fait beaux et curieux, souvent d'une richesse inouïe. Florence, le 8 octobre 1895. Ma chère Alice, depuis une quinzaine de jours, je vois beaucoup d'étrangers et surtout des Français. Parfois, derrière moi, j'entends quelques accents sympathiques qui me font le plus grand plaisir à percevoir. Ce sont de jeunes et aimables couples qui risquent un œil sur l'aquarelle, que je commets et se laissent aller à quelques réflexions. Très poseurs et peu experts sont nos compatriotes en voyage. Leurs critiques sur les chefs-d'œuvre près desquels je travaille, données d'une voix forte et assurée, me font parfois sourire et souvent tordre. Les Anglais me paraissent supérieurs, en ce sens qu'ils lisent religieusement leur Baedeker et ne disent rien, évitant ainsi les bourdes. Ma chère Alice, si loin de nos bons parents partis à la campagne, tes soirées d'automne te paraissent longues et tristes. Crois bien qu'à Florence où je suis, tout seul, sans amis, les miennes sont aussi longues et guère plus gaies. Tiens, voici comment je me prends parfois à égayer les miennes. La nuit venue, je me jette à travers la ville, en choisissant de préférence les vieux quartiers, ceux appartenant à l'époque de Dante, et là je me laisse aller à la douce rêverie. Les rues étroites, silencieuses et tortueuses qui les composent, sont bordées de vieilles maisons ou de palais aux hautes et épaisses murailles, véritables forteresses, quelquefois crénelées. Mais si ces rues sont encore souriantes le jour, le soir, éclairées seulement par la lueur vacillante de quelques rares becs de gaz placés aux angles principaux et fort éloignés les uns des autres, elles sont désertes de bonne heure et deviennent tout à fait terribles, quoique très sûres. L'imagination les peuplant facilement d'une foule de héros de mauvaise mine, voleurs, spadassins, guetteurs ou autres, on y trouve les sensations de peur et de terreur les plus diverses, celles que devait éprouver, je crois, tout bon Florentin du XVe siècle qui s'y aventurait. Mardi 10 novembre 1896. Ma chère Alice, je viens de terminer mes démarches et, ayant en poche autorisation et recommandation, j'arrive à Terracine. J'ai entrepris la restauration d'un sanctuaire antique dédié à Jupiter enfant, dieu de la cité volsco-romaine qui s'appelait Anxure. Ce sanctuaire, situé sur le sommet d'une montagne descendant à pic jusqu'à la mer, dominait la ville et plusieurs dizaines de lieues de côte. Il se composait d'une haute terrasse sur laquelle était édifié un grand temple d'ordre corinthien avec un portique. Derrière, sur un petit plateau et au-dessus, se dressait une enceinte fortifiée qui défendait le lieu sacré. Cet ensemble vient d'être découvert, il n'a pas été encore étudié. Le travail que j'en tirerai sera fort curieux, je crois, il m'aura au moins fort intéressé. Je suis ici dans un pays des plus pittoresques, une nature majestueuse des plus grandioses. La montagne est un dessin et d'une couleur extraordinaire, très triste, sombre et peu cultivée. C'est le fond de la province romaine. Les costumes et les coutumes sont ceux d'il y a plusieurs siècles, je crois bien. Je t'adresserai un de ces jours ou des croquis ou des photographies. En attendant, je gravirai tous les jours mon rocher, déjeunant entre ciel et terre, quelquefois entre deux nuages, ayant pour table un tambour de colonne et comme siège un fragment de chapiteau. Beau est le séjour chez le Dieu quand le ciel est favorable, mais triste quand le Dieu est en colère. Jamais je n'ai vu d'orage et de pluie semblables. Venosa, le 22 mai 1897. C'est de ce beau et sale pays que je viens enfin te donner un peu de mes nouvelles. J'ai quitté notre bonne villa depuis 3 jours seulement. Depuis ce temps, je suis dans cette province lointaine. Je voyage en compagnie de mon ami Berthaud, avec qui j'ai fait les châteaux de Frédéric II. C'est à dire que nous recherchons activement une série de vieilles ruines du XIIIe siècle qu'il me faudra restituer un jour
pour les faire figurer dans notre livre dont l'histoire est fort intéressante. Le pays, comme je te le disais plus haut, est très beau, couvert de superbes récoltes, mais horriblement sale. Hommes, femmes, porcs, poulets, etc., etc., vivent ensemble dans des locaux effrayants de laideur et de puanteur, souvent des caves. Ici, l'auberge, l'unique de cette petite cité, voit arriver des gens de toutes conditions qu'on abrite comme on peut dans la seule grande chambre de la maison. Dans cette chambre à 6 lits plus affreux les uns que les autres, je suis à écrire devant l'un d'eux et je vois refaire la couverture avec les mêmes draps noirs de crasse de celui, ou plutôt de ceux, qui ont précédé nombreux et sales le voyageur nouvellement arrivé. On loue un lit pour 1 heure, 2 heures, pour une sieste. Je crois bien que tout le pays y est passé. Mais rassure-toi, je ne coucherai pas là ce soir. J'irai plus loin, je préfère. Cependant, si je manquais l'unique train de ce soir, je serais dévoré par quelle bête, Dieu sait. Castel del Monte, lundi 7 juin 1897. Ma chère Alice, du beau milieu des Pouilles, voici quelques lignes qui serviront peut-être à faire pardonner le long silence des temps passés. Toute cette contrée est assez plate, mais tout de même couverte de plantations d'oliviers, d'arbres fruitiers et de vignes, ayant vaguement quelque chose de commun avec nos plaines fertiles du département. Tout ce pays est riche et prospère, et les gens très affables. Je suis descendu, toujours en compagnie de mon ami Berthaud, jusqu'à Brindisi. Me voici enfin arrêté en un point tout à fait inconnu de toi et de beaucoup d'autres, quoiqu'il ait été cependant très célèbre au XIIIe siècle. Je veux parler du Castel del Monte, séjour favori du héros de notre ouvrage, Frédéric II, empereur d'Allemagne et roi des 2 Siciles. Celui-ci a laissé dans toute cette contrée des châteaux divers bien conservés, souvent très intéressants. Transformé en prison, Castel del Monte est magnifique et en assez bon état malgré tout, malgré les sièges, les attaques de brigands et les intempéries. On y a dépensé sans compter un luxe extraordinaire et un art d'un goût exquis, dont les traces en sont nombreuses et très apparentes. La remarquable construction de pierres fines et polies, ses parois intérieures couvertes de marbre, de mosaïques, portent des frises, des moulures, des chapiteaux, d'une exécution parfaite et conçue dans le meilleur style français de cette époque. Je vais remettre en lumière cette jolie chose. Ce monument est situé sur le sommet d'un haut mamelon, entouré d'une étendue immense de pays. La petite cité la plus voisine est à 15 kilomètres et il n'y a guère de proximité que la très petite habitation du gardien qui veut bien m'abriter au milieu de ses poulets, de son cheval et de sa marmaille moins ragoûtante encore que le reste. Je vis en cette compagnie depuis 8 jours et je me surprends aujourd'hui à penser que peut-être j'en aurai encore 15 ou 20 autres à passer de même. Une brave mais bien sale fillette me fait cuire quelques œufs. Je n'ai jamais voulu savoir dans quoi ni avec quoi. J'y ajoute quelques tranches de mortadelle et je fais un excellent déjeuner. La constitution de mon dîner sera la même et celle des jours suivants aussi. Je me trouve très heureux quand je ne manque pas de pain et comme aujourd'hui, s'il pleut demain, j'aurai de l'eau de la citerne pour me laver. Quelle joie! J'irai vendredi soir ou samedi de très bon matin à la ville voisine de Corato. J'espère qu'un vent favorable m'aura apporté une gentille lettre de mia sorella, me donnant de nouvelles du bon pays de Touraine. Natif de la Guadeloupe, Paul-Guillaume Louis termine ses études de médecine à Paris avant de s'établir en Touraine, lorsqu'on lui offre la possibilité en 1905 d'accompagner le voyage d'un riche malade. Pour celui qui avait hésité entre des études de lettres et des études de médecine, c'est l'occasion de prendre la plume pour retracer avec humour ce voyage vers l'Italie et l'Égypte. 5 septembre 1905, gare de Lyon. J'ai autour de moi quelques camarades. Nous avons dîné ensemble. Je suis heureux d'avoir quelques mains à serrer.
Malgré tout, j'ai le cœur gros. 2 coups de sifflet, la locomotive part. Les mouchoirs s'agitent, je m'enfonce dans mon sleeping. Je lis, ou plutôt j'essaie de lire. Les dissertations de Bazin sur la Sicile ne m'intéressent pas pour le moment. Pas plus d'ailleurs que les 2 Anglais, mes voisins de sleeping, ne m'amusent par leurs plaisanteries. Je songe à tout ce que je laisse. Pendant 5 mois, je serai isolé, loin de tout, loin de tous. Je perdrai le contact de la camaraderie des salles de garde. Surnageront quelques amitiés. N'est-ce pas suffisant? Arrivé à Gênes, j'en profite pour dîner. Mais de cette ville, je ne vois que le buffet de la gare. Mon train a 1 heure d'arrêt. Je remonte en sleeping. Nous longeons la Méditerranée bleue et calme. Je lis quelques heures. Je tire mes rideaux et je dors jusqu'à Rome. Après Naples, où je passais la journée du 8 septembre, me voici à Taormine. Ce théâtre grec doit sa forme actuelle à une restauration romaine. Je ne le décrirai pas. Le guide Bédéker le fait mieux que je m'en sens capable. Il a annoncé aussi une des vues les plus splendides qu'offre l'Italie. Nous nous asseyons, Petit et moi, et nous regardons de tous nos yeux. Une bande de touristes français vient un instant nous troubler. Un loustic monte sur la scène et explique l'architecture aux autres restés sur les gradins en ruine. Ô Sophocle et Échille, je vous demande pardon pour mes compatriotes qui profanèrent votre temple. Ils marchaient sans respect sur ces pierres, foules avides d'entendre vos vers. Ils faillirent aussi nous gâter notre plaisir, mais heureusement, ils étaient pressés et s'en allèrent. Nous restions seuls à goûter le spectacle. Le soleil s'abaissait, rouge de feu au lointain horizon. Le ciel s'embrasait de 1000 teintes de flammes. En face, la Calabre s'illuminait d'un rose qui poudrait au vert de ses coteaux. En bas, on entendait le clapotis de la mer. Au fond, c'est la montagne, et plus loin l'Etna, qui apparaît dorée par les derniers rayons. Le volcan ne se dresse pas en cône, imposant comme le Vésuve. Il n'en a pas l'allure. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est la couleur que le crépuscule mettait sur toutes ces choses. Ce que je me rappellerai, c'est la flûte du berger qui rassemblait ses moutons dans le fond de la gorge. C'est la brise parfumée de lavande qui nous descendait de la colline voisine. C'est l'exquise senteur des citronniers étagés à nos pieds. Je restais jusqu'au soir à contempler cette œuvre, à suivre l'ondulation de cette mer, et je sentais très doucement faillir mon cœur au bercement sans fin des vagues de la terre. Je retrouve M. Audoux à l'hôtel international de Taormine, et le 14 septembre, j'embarque sur le paquebot Léna qui m'emmène de Messine à Alexandrie. Il fait très chaud, et ni le hublot, ni le ventilateur n'arrivent à me donner un peu d'air. La couchette est étroite, et j'ai un goût très modéré pour ces lits de paquebot. Nous sommes en première classe, avec une famille et des enfants remuants. Le père a l'air d'un cocher d'enterrement, déguisé en garçon de café. En réalité, c'est un croupier enrichi au « faites vos jeux » d'un casino de Rabelais, près d'Alexandrie. Il traîne avec lui une femme d'allure plus intelligente et 2 jeunes filles, l'une grasse, l'autre maigre. Elles sont italiennes et napolitaines. Ce n'est pas encore sous leur balcon que j'irai chanter ma sérénade. Pourquoi l'une d'entre elles, l'aplatie, l'aînée, a-t-elle la manie de la photographie? J'imagine qu'elle a dû être sage pendant les vacances, ou qu'elle a eu des prix à la dernière distribution. On l'a récompensée en lui achetant un Kodak, et son bonheur semble ne plus avoir de bornes. Elle veut mettre tout sur pellicule, les bordages du bateau, les bouées, les passagers. Elle fait tout un peu au hasard, et paraît ne chercher qu'une chose, presser le bouton. À quoi rêvent les jeunes filles? Celle-là, si elle ne se perfectionne pas vite, sera une précieuse ressource pour les venteurs de rouleaux Kodak. Il fait très chaud à notre arrivée à Alexandrie. Cette constatation thermométrique, qui n'est plus une nouveauté, m'attriste aujourd'hui. Puisque nous prenons le rapide de midi pour le Caire. La femme de chambre de l'hôtel me l'a annoncé. Ici, vous cuisez. Demain, vous allez bouillir. Heureusement, il y a un wagon-restaurant dans notre train. Et l'on sert de l'excellente bière Pilsen. Cette boisson fermentée, que Mahomet interdit aux Arabes, est bénie par nous. Elle permet de remplacer la déperdition en eau produite par la sueur. À notre arrivée au Caire, je passe au milieu de l'indifférence générale.
Mon Panama et mon pantalon blanc n'étonnent nullement ses faits et ses robes. Ils en ont bien vu d'autres depuis les Ptolémées. Je suis l'étranger quelconque et banal. Je ne suis même pas un objet de curiosité, et j'en éprouve comme une manière de déception. Je ne peux m'empêcher de songer qu'à Naples, j'aurais déjà eu à mes trousses une trentaine de bambinos me québandant l'aumône. Là aussi il y a des enfants, mais ils sont nus et courent dans les rues. Ils tombent et se ramassent sans que personne songe à s'en inquiéter. Tout étranger qui voyage est ici un seigneur, et il n'est pas rare d'entendre les gens réclamer l'aumône en disant « Donne-moi quelque chose, toi qui es noble et visites le monde en grand de la terre. » En Égypte, on est duc, comte ou baron. Comme en Amérique, on est colonel ou au Brésil, docteur. Comme on nous l'avait recommandé, nous nous rendons aux 3 pyramides de Gizeh. L'avouerai-je, ce lieu de la splendeur de Khéops ne m'a pas émerveillé. L'assemblage de pierres est imposant, mais au fond, c'est très bête. On admire le travail dispensé et la patience mise à l'épreuve pour ces sortes de constructions, mais il n'y a aucun motif architectural intéressant. Je n'ai pas eu le courage d'aller au sommet, saluer les fameux 40 siècles qui en promènent un petit de 5 ans. L'ascension est extrêmement pénible. Il faut se faire hisser par des bédouins qui nous obligent à monter des marches pour l'alpinisme ordinaire. Mais quand les montées hautes de 2 mètres s'agrémentent d'un petit jeu d'obstacles, j'aime 1000 fois mieux rester dans la plaine. Je n'ai jamais eu un goût très marqué pour l'alpinisme. Monsieur Audoux était pressé d'aller voir le Sphinx. Ce colossal lion couché à tête d'homme est aujourd'hui très détérioré. Le cou est devenu très mince. Le nez et la barbe ont été cassés. La couleur rouge qui animait le visage a presque disparu. Toutefois, même en cet état, il y a dans ce sphinx quelque chose de majestueux, et tout le visage porte l'empreinte de la beauté. À Luxor, je continue à circuler dans les ruelles. Mon ânier m'explique que tous les touristes ne s'égarent pas souvent dans les recoins cachés. Je lui avoue que je n'ai pas l'âme d'un touriste. J'aime beaucoup voyager, mais j'ai horreur des visites réglées à l'avance. Rien n'est plus affreux que d'avoir avec soi un drogman qui vous impose des promenades données dans un ordre donné, qui vous répète dans les mêmes termes ce qu'il a mal appris par cœur, qui souvent confond Ptolémée avec Ramsès, qui vous oblige à admirer telle colonne parce que le programme le veut, mais qui ne vous permet pas de faire un écart, de sortir des limites qu'a tracées l'agence. Voyager, c'est connaître les pays qu'on traverse, c'est se mêler aux habitants, c'est les écouter, c'est essayer de comprendre leurs mœurs, de s'expliquer leur pourquoi et leur comment. Ce n'est pas lire un Baedeker ou écouter un guide. L'Égypte n'est pas seulement le pays des Ramsès, c'est aussi celui des Arabes modernes. À côté des beautés de la Thèbes antique, il y a les originalités de la Luxor moderne. De retour en France, pour passer ma thèse, j'ai quitté Paris le soir même de cette épreuve. J'étais obsédé par les papiers multicolores qui couvraient les murs de la capitale et recommandaient des candidats aux électeurs. Les omnibus et les tramways faisaient trop de bruit. Le métro en construction encombrait les rues et les boulevards. La tour Eiffel se dressait de tous les côtés comme une menace. L'Égypte me rappelait. Et je suis reparti. J'ai passé 2 mois au Caire où je n'ai pensé à rien, où je n'ai rien fait, où je me suis laissé vivre. Et un matin, on m'a dit, nous partons dans 2 jours. Pour où? Pour Tunis, via Naples et Palerme. J'ai fait mes malles, j'ai esquissé un sourire d'adieu et, enfoncé dans mon wagon, j'ai regardé s'effacer les minarets de mosquées qui ont l'air de 2 cierges allumés au-dessus de la citadelle. J'ai voyagé d'Alexandrie à Naples sur un paquebot allemand. Mon nationalisme n'en a pas souffert, car ces Germains sont très aimables. Nous sommes dans une vraie tour de Babel. Mais comme il faut éviter les catastrophes dont parle l'histoire sainte, on parle français. Et à part moi, je constate une fois de plus qu'il est inutile de se perfectionner dans les langues étrangères. Arrivé à Palerme, nous suivons les quais, salés bruyants, comme tout quai qui se respecte. Une chose me frappe immédiatement. C'est le linge tendu aux fenêtres et qui sèche. Dans toutes les rues qui avoisinent les quais, c'est un étalage ininterrompu de lessive. À chaque balcon, à chaque fenêtre, il y a des draps, des chemises ou des chaussettes. Et l'impression est assez drôle pour celui qui arrive. Chez nous, la police ne tolérerait pas cette exhibition de blanchissage. En Sicile, on est moins tracassé.
On ne voit pas pourquoi les jupons des femmes seraient plus inesthétiques que les trolleys des tramways. Les charrettes siciliennes sont une des curiosités de Palerme. Véritables boîtes carrées, haut perchées sur des roues jaunes, elles sont décorées de peintures qui n'ont aucune prétention artistique, mais représentent avec naïveté quelques hauts faits de l'histoire sicilienne. Les brancards eux-mêmes sont peints de couleurs vives et bariolées, où le jaune et le rouge dominent. Le harnachement du cheval est aussi spécial, coloré et agrémenté de grelots qui sonnent sans cesse. La bête porte un froufrou sur la tête et un autre sur le dos. Tout cela remue pendant que trotte l'animal. Nous quittons Palerme pour Tunis. À l'époque actuelle, les voyages en mer ne sont plus désagréables. La vapeur a tout bouleversé et sur un bateau, on est mieux qu'en chemin de fer ou dans beaucoup d'hôtels. Mon séjour s'achève. Je vais rentrer dans l'enfer de la clientèle. Mon ami Godot, installé depuis 1 mois à Tours, m'écrit des appels désespérés. Fini de rire. Je vais visser à ma porte une plaque de cuivre annonçant aux Tourangeaux que leurs furoncles et leurs abcès seront les bienvenus. En avant pour l'avenir, pour l'inconnu.